CESFOP au niveau national, CREFOP au niveau régional. Bon, quand même, premier point, quand même un retour sur l'ampleur de la réforme. Donc, rappeler effectivement que cette réforme, alors je ne dirais pas qu'elle est une forme d'aboutissement, mais un peu quand même, hein, des différentes lois qui se sont égrenées au fil des dernières années, voire décennies, hein, parce qu'il faut quand même toujours rappeler qu'on est sur 30 ans hein, d'évolution de la réforme de la formation professionnelle. Bien évidemment, cette réforme a repris les éléments principaux de l'accord de l'ANI du 14 décembre 2013. Et il y a 5 volets essentiels hein, sur cette loi, sur la décentralisation de la formation professionnelle. On va voir que c'est l'un des sujets forts, bien évidemment. L'orientation professionnelle, évidemment également. L'apprentissage, les mesures pour l'emploi, et enfin le financement du paritarisme. Alors, avant peut-être de donner la parole à nos invités sur quelques remarques de fond, peut-être avoir un retour sur, ensemble sur les grandes tendances, hein, les tendances lourdes de l'évolution du système et du droit sur la formation professionnelle sur ces 30 dernières années. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire l'histoire, mais c'est peut-être de pointer les 8 points forts, hein, et notamment relevé par Jean-Marc Ferrand du CNAM lors d'une précédente réunion sur cette thématique-là. La première, qui je pense vous serez tous d'accord, c'est la première tendance lourde, c'est la dimension d'individualisation hein, de la formation professionnelle et des parcours. C'est un point essentiel sur cette réforme de la formation professionnelle et sur les différents points qui l'ont aussi précédé, les autres lois qui l'ont précédé. Individualisation donc de la formation et des parcours. Un deuxième élément, tendance lourde, qui est induit du premier aussi, c'est effectivement le co-investissement et la co-décision salarié-employeur. Je pense que les partenaires qui sont sur ma droite ne me contrediront pas sur cette question-là. Donc co-investissement, co-décision, évidemment dans le départ en formation et sur le parcours hein, en formation de l'individu, du salarié en l'occurrence. Le troisième point, qui me paraît également important, c'est toute la question de la négociation des accords de branche professionnelle, hein, dont les fondamentaux ont effectivement été précisés. Quatrième point, c'est la volonté de beaucoup plus impliquer l'individu, la personne, dans la décision de son parcours et dans la gestion de son parcours professionnel. Ce n'est pas simple, mais c'est aussi une des tendances fortes que la loi, que les 2014, mais également des précédentes, ont cherché à mettre en avant. Cinquième point, je pense aussi qu'il faut soulever, c'est l'accent, et qui est lié évidemment au précédent, c'est l'accent mis sur l'accès à une qualification, hein, ou, dit autrement, sur l'élévation hein, de la qualification des salariés, des individus. C'est donc aussi plus généralement, sixième point, l'accent mis sur la formation, enfin l'emploi, l'orientation et la formation professionnelle, bien évidemment. C'est aussi, et ce sera le septième point, je pense que là aussi les acteurs ne me démentiront pas, c'est le recentrage des mesures et des financements sur les publics les plus vulnérables et les demandeurs d'emploi. C'est bien toute l'importance que ça dans toutes les régions, en particulier la nôtre, bien évidemment. Et enfin, un huitième et dernier point, alors peut-être que mon propos suscitera peut-être plus de remous, je ne sais pas, mais en tout cas, huitième point, c'est donc la simplification, hein, la clarté et le contrôle des circuits de financement dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle. Et je sais bien, voir quelques sourires, que ça peut être sujet à débat. Voilà ces 8 points hein, qui me semblent, moi, essentiels, et sur lesquels peut-être j'inviterai dès à présent les uns les autres, si vous le souhaitez, de réagir, dire si vous partagez, si ça suscite quelques réactions de votre part. Monsieur Leroy ? Oui, non, bien évidemment, il n'y a aucune divergence sur ce premier point de l'ordre du jour. D'ailleurs, il y en aura très peu, je pense, entre nous, sur les autres points, mais sur ce premier point particulièrement. Ce qui convient de noter, c'est qu'on est pas dans l'aboutissement, parce qu'on n'a jamais terminé en la matière, mais c'est une suite cohérente du parcours, enfin de ce qui a été la formation professionnelle jusque dans les années... à partir des années 70. Avant les années 70, enfin globalement on dit 70, mais c'est 68 en réalité, la formation n'avait pas cours dans les entreprises. Il y avait d'une part le travail et d'autre... Enfin, la formation initiale, le travail
Et puis les cours du soir, globalement, ceux qui voulaient se former se débrouillaient pour avoir des cours du soir. Mais au sein de l'entreprise, il y avait une adaptation au poste, mais on ne parlait pas de formation professionnelle. Et les 30 dernières années, alors c'est même plus que ça, c'est les 40 dernières années, ont introduit dans l'entreprise et ont introduit dans la formation professionnelle cette notion de parcours cohérent. Mais on avait insisté justement pour que ce soit plus cohérent, on avait jusque-là insisté essentiellement sur les crédits affectés à la formation professionnelle. Et ce n'est que... Alors non, parce qu'on s'en préoccupait auparavant. Mais là, la loi, justement, issue d'un accord et d'une discussion entre les partenaires sociaux, institue complètement le droit à la formation pour l'ensemble de la population, c'est-à-dire salariés et non salariés. C'est à mon avis, s'il n'y a qu'un seul point à retenir de cette nouvelle loi, c'est ce point-là. On est passé de quelque chose de techniquement organisé à la reconnaissance d'un besoin social pour l'ensemble de la société. Madame Gossens, vous voulez intervenir? Bonjour à tous. Oui, je crois qu'il y a effectivement une clarification importante sur un certain nombre de points. En matière de formation professionnelle, on dit que c'est un peu notre loi de décentralisation. Pour nous, elle est faite. C'est un sujet dont on parle beaucoup dans les médias, en tout cas pour l'ensemble des compétences État, région, pour la formation professionnelle. Donc c'est cette loi qui est importante et qui va être mise en œuvre au 1er janvier 2015. On y reviendra tout à l'heure. Donc il y a une clarification des compétences. Il y a aussi une clarification sur la relation emploi-formation, puisque au niveau de la gouvernance, on a aussi donc des aménagements, des institutions, des organismes, et qui vont nous permettre, dans les mêmes instances, de parler à la fois de l'emploi, de la formation et de la relation emploi-formation, et non pas forcément des institutions qui parlaient d'un côté d'emploi et d'un côté de formation. Donc je crois que ça aussi, c'est effectivement important. Et puis c'est la concrétisation, donc je pense que vous avez aussi déjà traité pas mal ces sujets au cours d'autres demi-journées, sur la sécurisation des parcours professionnels dont on parle depuis longtemps, et l'individualisation évidemment. On croit beaucoup à ce CPF, on y travaille tous beaucoup, et on espère que l'aboutissement, en tout cas entre les décrets et puis tout ce qui reste à faire entre à la fois les institutions et les partenaires sociaux, on espère beaucoup de ce CPF pour que ce ne soit pas un DIF 2 et qu'il permette dès le plus jeune âge, c'est-à-dire peut-être dès l'âge de 16 ans, d'avoir un compte formation, un droit à la formation tout au long de la vie. Donc voilà, c'est des sujets qui nous permettent en tout cas, peut-être pas un aboutissement parce qu'il y a encore beaucoup de travail, mais une clarification et puis des avancées importantes sur ces sujets. Très bien, merci Mme Gossens. Oui, insister sur un point qui est essentiel et qui fait l'objet de réflexions et de remarques depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, c'est comment rendre pour l'individu l'accès plus facile à la connaissance de la formation et à ses droits. Doublé d'un constat qui établit que la situation de salariés est de plus en plus chaotique, avec des alternances de situations en emploi et des situations de demandeurs d'emploi. Donc c'est toutes ces réflexions-là qui ont mené à rebalayer l'ensemble des dispositifs pour avoir une entrée par les individus. C'est ce qui est le plus important. Cette réflexion avait été menée déjà en Haute-Normandie quand on avait débattu du CPRDFP. Et on voit aujourd'hui que les partenaires sociaux, en règle générale d'un point de vue national, et le législateur ont repris cette notion d'examen des besoins de l'individu via l'examen de ses compétences. Et donc c'est cette nouvelle marche qui est
tout au moins fabriqués aujourd'hui. Après, effectivement, on regardera comment ça va marcher. Mais cette nécessité d'entrer par l'individu et non pas par le financement est tout à fait nouveau. Monsieur Eskenazi, vous souhaitez ajouter? Oui, juste 2 mots. La première chose, c'est qu'il est important dans cette réforme que l'on puisse coller au mieux aux besoins des entreprises en termes de formation. Aujourd'hui, les métiers sont de plus en plus techniques et donc par conséquent, les gens ont besoin d'être formés dans leur travail. Ceux qui ont travaillé d'une certaine méthode il y a quelques décennies, aujourd'hui, se retrouvent avec des nouveaux moyens de travail, que ce soit dans le tertiaire ou dans les activités manuelles. Il est important qu'on puisse coller au mieux donc à l'outil de travail, que ce soit intellectuel ou manuel. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je voudrais revenir sur un terme que vous avez évoqué, qui est la simplification. Il est important pour les entreprises que, pour faciliter la formation des salariés, les aspects administratifs soient le plus simples et le plus clairs possible. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des responsables d'entreprise qui ont, comme on dit vulgairement, la tête dans le guidon, ils n'ont pas forcément au premier esprit de former leurs salariés, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Hein. Et donc, il est important pour eux de leur simplifier la tâche. À telle enseigne, c'est que c'est vrai à la fois pour des petites structures, mais également pour des grandes structures. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec une personne qui s'était spécialisée en tant que consultant pour aider les grandes entreprises au niveau de leurs relations RH, de leur expliquer le mieux possible la façon dont ils pouvaient dépenser leur budget formation. Donc voilà les 2 points sur lesquels je voulais rebondir par rapport à votre présentation.